aspects. Par exemple, quand on parle je sais pas, de clonage, eh bien évidemment, on pense à Aldous Huxley, qui quand il a écrit Brave New World dans les années 30, lui c'est plutôt la question qu'il met en avant, c'est en quoi cette technologie de clonage a changé le monde. Et quand on prend Asimov, c'est plutôt l'impact que les êtres artificiels auront sur la société, et qu'est-ce qu'il faut faire pour les empêcher de nuire ou d'interagir de façon violente avec l'humanité. Oui, la science-fiction est éternelle par définition, mais pas dans ce qu'elle décrit, mais plutôt dans la façon qu'elle a de montrer la relation entre l'homme et l'espace, l'homme et le temps, et l'homme surtout et sa création. Quand j'étais jeune, les maîtres de la science-fiction m'ont fait rêver avec des fusées à moteur ionique qui partaient pour de lointains voyages intersidéraux. On peut imaginer ma surprise quand j'ai découvert un vrai moteur ionique dans un centre d'essai de l'Agence spatiale européenne. Mais hélas, je n'ai pas vu de moteur utilisant la magnéto-hydrodynamique, un système de propulsion révolutionnaire qui existe aujourd'hui dans les laboratoires et qui serait utilisé par les ovnis. C'était top secret ou on l'étudiait ailleurs. En tout cas, David Raitt, le responsable du programme ITSF, m'a bien confirmé que la fiction d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Et quoique je ne sois pas très avide de science-fiction, même si j'apprécie ce genre de film, j'ai eu cette idée parce que la littérature et la bande dessinée de science-fiction sont pleines d'idées de technologie spatiale. Et donc il devait y avoir un moyen de savoir si ces idées étaient réalisables avec la technologie actuelle ou avec la technologie qui sera disponible demain matin. Quand le programme sera terminé, c'est-à-dire dans 1 mois ou 2, nous aurons une liste de ces idées que les ingénieurs et les scientifiques de l'Agence spatiale européenne pourront alors évaluer, simplement pour voir si elles sont faisables ou non, avec les technologies qu'on a sous la main. Dans notre programme, une idée qui a été évoquée est celle de l'ascenseur spatial, un moyen économique pour aller dans l'espace. C'est un Russe qui en a parlé pour la première fois aux environs de 1895. On y est revenu en 1960 et puis encore en 1975 avec une nouvelle de Arthur C. Clarke qui aborde ce concept. Et aujourd'hui, quelques 25 années plus tard, la NASA vient de publier un rapport sur le même concept, en concluant que dans 50 ans d'ici, la technologie pourra transformer cette idée d'ascenseur spatial en une application concrète qui enverra les gens dans l'espace de manière très rapide et économique. Donc, nous avons ce besoin d'explorer, en particulier cette voûte céleste piquetée de lumière que nous voyons tous les soirs quand nous regardons dehors. Il fait noir, nous voyons ces lumières, nous avons besoin d'y aller voir. Nous voulons visiter ce genre de choses parce qu'elles sont là et que nous sommes curieux. Quant à ce qui concerne la principale motivation pour la conquête spatiale, d'évidence, il y en a plusieurs, je pense. Le tourisme sera évidemment l'une de ces motivations, mais bien sûr, l'exploration sera une autre. Nous voulons voir comment se présente la vie sur la plus lointaine planète. Nous voulons savoir si la vie existe là-bas. Pourquoi notre planète, la Terre, serait-elle la seule planète de l'univers où on pourrait finalement trouver de la vie? Je ne crois pas que cela soit possible. Donc, l'exploration sera certainement l'une des motivations. Tourisme, exploration, il y en a certainement d'autres. Mais ces deux-là, au moins, sont les principales. Science-fiction ou pas, il devenait clair que la durée du voyage intersidéral était le cœur du problème, à partir du moment où on admet l'hypothèse scientifique de la civilisation extraterrestre. C'est à cet instant que j'ai abordé avec Alex l'échange d'informations dont je parlais, car il y a une manière radicale de régler le problème du voyage. The Air Force itself has officially admitted that flying saucers exist. This statement appears in Project Saucer Case number 75. Not only that, the Air Force has officially analyzed the motives of possible visitors from space. Here is a direct quotation from the official report. Such a civilization might observe that on Earth we now have atomic bombs in our fast-developing rocket. Donald Kaye-Ho incarnait l'approche qui consiste à dire que les visiteurs extraterrestres ne voyagent pas parce qu'ils sont déjà parmi nous. Ce n'est pas l'idée d'une invasion secrète, mais plutôt l'idée qu'ils seraient nos ancêtres. Des êtres semblables à nous-mêmes qui auraient colonisé notre planète avant le déluge
et dont l'humanité conserverait la mémoire sous les traits de tous les dieux dont elle peuple le ciel. On peut sourire de cette approche, mais on peut aussi observer que dans la culture terrienne, la vie et la connaissance tombent toujours du ciel. Les textes religieux sont remplis d'allusions à des dieux, des anges, des géants ou des rois qui sont venus sur terre avec leurs chars de feu pour apprendre la soumission aux hommes et féconder leurs femmes. Et on peut encore remarquer que dans les anciennes civilisations humaines, les grands prêtres étaient toujours de grands astronomes, ou le contraire, ce qui revient au même. En matière de mystère cosmique, il y a d'évidence un lien entre le sacré et le profane, et la meilleure preuve est que le père du Big Bang était un père de l'Église catholique, l'astrophysicien Georges Lemaître. Personnellement, j'en étais resté à Galiléo Galilei, qui a failli perdre la vie à cause de cet amalgame sacrilège, au contraire du pauvre Giordano Bruno, brûlé vif en l'an de grâce 1600, pour les mêmes raisons. Nos ancêtres les extraterrestres est la version moderne de l'hérésie qui choque autant les rationalistes que les croyants religieux. Mais comme me l'a expliqué l'écrivain Gildas Bourdet, elle a le mérite de rappeler que les grands mythes fondateurs de l'humanité sont toujours un mélange de réalité et d'imaginaire. Le père Corrado Balducci est un témoin tout à fait remarquable qui s'est prononcé sur les ovnis de manière positive. Je l'ai vu moi-même à une conférence sur les ovnis en Italie, à Saint-Marin, l'année dernière. Et là, sur cet entretien, il dit, bien sûr qu'il y a des extraterrestres et un bon chrétien doit s'en réjouir car c'est à la gloire de Dieu. Il faut savoir qu'il est spécialiste de démonologie au Vatican. C'est un théologien spécialiste de démonologie. Donc les démons, il sait qu'est-ce que c'est. Or, je l'ai vu par sa conférence expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de ces extraterrestres, qu'il faut s'habituer à cette idée qu'il y a des extraterrestres. Il y a toute l'histoire des mythes les plus anciens et des textes fondateurs des religions qui donnent à penser que ce sont des extraterrestres qui ont fondé les grandes religions et beaucoup de mythes également. Alors la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est non seulement sur les intentions des extraterrestres, mais sur leur présence dans l'histoire humaine. C'est un aspect que beaucoup d'auteurs ont étudié, et peut-être le point le plus délicat, mais qu'il faut sans doute aborder, c'est l'idée qu'il y a pu y avoir des manipulations génétiques qui ont aidé en quelque sorte à la naissance de l'humanité. Donc toute l'histoire humaine et maintenant le dossier OVNI contemporain nous amène à poser la question, sont-ils encore parmi nous? Eh bien moi je crois que oui, qu'il y a des extraterrestres qui sont là, qui sont parmi nous, et qui se cachent encore, mais qui commencent à se montrer un peu. Donc peut-être que dans les années qui viennent, nous allons en savoir plus, je le crois aussi, sur cette présence des extraterrestres. À propos de cette hérésie, il m'a semblé intéressant de savoir ce que pourrait en penser l'Église du Vatican, celle qui brûla jadis Giordano Bruno. Je suis donc allé à Castel Gandolfo, dans la banlieue de Rome, bien connue pour abriter la résidence d'été du pape. Alex y avait organisé une rencontre avec l'un des auteurs de son ouvrage collectif, l'astronome George Coyne, qui travaillait sur le thème « En quoi l'idée extraterrestre est-elle un défi pour la pensée religieuse ?» L'entretien a eu lieu dans le palais d'été, car c'est le siège historique de l'Observatoire du Vatican. Membre de l'Académie des sciences pontificales, Monseigneur George Coyne en est le directeur. J'avoue que le père Coyne, jésuite américain, a bouleversé mes idées reçues, notamment quand il prend bien soin, pour parler de Dieu, de ne pas choisir entre le genre masculin et le genre féminin. Vous savez, il arrive parfois qu'un croyant pose la question « Comment Dieu a-t-il pu créer un univers si vaste, si grandiose et si prolifique à l'égard de la vie et ensuite limiter la vie à ce tout petit grain de sable que nous appelons la Terre? Quel genre de Dieu pourrait faire cela ?» C'est évidemment une question très intéressante à se poser. Où se trouvent ces extraterrestres dont nous pensons qu'ils devraient exister statistiquement et mathématiquement? Le Soleil est une étoile parmi 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, notre galaxie.
Il existe 100 milliards de galaxies dans l'univers. Ça veut dire qu'il y a 100 milliards par 100 milliards d'étoiles dans l'univers. Combien d'étoiles sont comme le Soleil? Disons 30 ou 40%. Combien de ces étoiles ont-elles des planètes tout autour? Pas 0%, mais disons 2%. Et de ces 2%, un demi% aura une planète comme la Terre. Et encore un autre demi% de ces planètes possédera une atmosphère qui sera développée comme celle de la Terre. Bref, prenons le pari qu'il existe une vie extraterrestre et que je rencontre cette vie extraterrestre en tant que croyant chrétien. Et alors je demande à cet être, croyez-vous en Dieu? Oh oui. Avez-vous commis le péché originel? Mais oui. Maintenant, je lui pose la question, comment avez-vous été sauvés? Et c'est alors qu'il me dit ceci, Dieu nous a envoyé son seul fils pour nous sauver. Et alors là, j'ai un vrai problème. Dieu a envoyé son seul fils pour sauver ces gens qui habitent, disons, sur une planète autour de l'étoile Aquila. Mais il a également envoyé son fils pour nous sauver. Cela est-il possible? Je ne peux pas l'exclure. D'un côté, je trouve ça difficile à croire parce que c'est un défi lancé à ma foi, mais d'un autre côté, c'est un défi salutaire qui devrait aider ma foi à grandir au lieu de l'enfermer. Dieu est bien plus grand que ce que nous pourrons jamais imaginer quant à ce que il ou elle peut bien être. Comme tous les astronomes, le père Coyne acceptait donc l'idée de la civilisation extraterrestre. Restait le problème des ovnis. S'ils étaient un moyen de transport de cette civilisation, ils se déplaçaient d'une manière inimaginable. Seul un spécialiste des trous noirs cosmiques, comme l'astronome Jacques Paul, pouvait me faire concevoir l'inconcevable. Le trou noir symbolise un peu tout ce qui est noir dans l'univers, ça veut dire tout ce qu'on ne sait pas. Et les grandes avancées de la science dans le domaine de l'astrophysique, de l'univers en ce moment, sont justement de découvrir l'étendue des choses noires. Cette exploration, de plus en plus, va prendre le bon sens en défaut et on va donner de la substance à ce qui était des visions, des rêves de science-fiction. Par exemple, le trou noir autorise des raccourcis dans l'univers. Donc, d'une certaine manière, autorise, entre guillemets, des voyages plus rapides que la lumière. Du moins, autorise à la possibilité de suivre des raccourcis qui font qu'on ira apparemment plus vite que la lumière. Dans la mesure où il tord l'espace et le temps, qui ne font d'ailleurs plus qu'un, eh bien, il autorise aussi des raccourcis dans le temps. Et pourquoi pas des plongées dans le passé ou dans le futur. Donc, les trous noirs seraient des moyens de communication non seulement à l'intérieur de notre univers, mais pourquoi pas avec d'autres univers. Alors, ces univers sont-ils parallèles? Ça, c'est une autre histoire, je ne sais pas, mais vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. C'est une possibilité pour comprendre qu'il y a peut-être d'autres moyens de se déplacer dans l'espace et dans le temps. Maintenant, l'utiliser, c'est une autre paire de manches. Mais bon, voilà. Les grandes agences spatiales ont pour but maintenant de chercher dans l'environnement du Soleil, c'est-à-dire dans la très très proche banlieue galactique, de chercher des planètes qui ressemblent à la Terre. J'imagine mal que l'humanité, découvrant l'existence de planètes habitables, n'aille pas y faire un tour. Hein. Ce ne sera pas des voyages plus difficiles à faire que ceux des colons qui ont pris le Mayflower sans espoir de retour. Là, c'est pareil. À ce moment-là, ils sont instantanément devenus des extraterrestres. Ce seront les humains qui seront à ce moment-là des ovnis des autres. On n'est pas très loin des univers parallèles et du saut dans l'hyperespace. Hein. On n'est pas très loin de Star Trek. Maintenant, ce qui sera sans doute le futur n'aura rien à voir. Ce sera encore sans doute plus fabuleux. Et que quand les gens regarderont Star Trek dans 2 siècles, ils trouveront que c'est affreusement ringard. Et que ce qui se passe à ce moment-là sera infiniment plus amusant.
Décidément, les astronomes sont des magiciens. Et une dernière surprise m'attendait au bout de ce voyage. À savoir qu'une civilisation extraterrestre est peut-être déjà très proche de nous, s'amusant à nous faire voir des ovnis parce que nous avons besoin de merveilleux et pour nous habituer doucement à sa présence. Let's see what are some that have not been explained and which have possible scientific pay dirt in them. And I think those I would recommend that they be looked at quite closely. Not with the general idea of using them to prove that we are being visited, because I don't think they will. However, a scientist has to keep open-minded on it, and an investigation, a scientific one, without fanfare, a quiet look at the data, I think is in order. Toute sa vie, Allen Hynek a tenté d'ouvrir l'esprit de ses contemporains vis-à-vis des idées qui choquent le bon sens. Hier, ce qui choquait, c'était que la Terre fût ronde. Aujourd'hui, ce sont les mondes parallèles. À l'époque de rencontre du troisième type, Allen Hynek et Jacques Vallée avaient créé le Collège Invisible, un petit groupe de scientifiques qui voulait aborder la face obscure du phénomène OVNI. Jacques Vallée était l'autre conseiller de Steven Spielberg, caché derrière le personnage joué par François Truffaut. Le Collège Invisible travaillait sur l'idée qu'une force puissante a influencé l'humanité dans le passé et qu'elle continue à l'influencer aujourd'hui. Les ovnis seraient donc une projection de notre inconscient, mais une projection contrôlée par une force d'origine inconnue venue du plus profond de nous-mêmes ou venue du plus profond de l'espace. Aujourd'hui, Jacques préfère se taire, car il est difficile d'expliquer que cette force est peut-être une sorte de mémoire cosmique, gravée au cœur de tout ce qui vit dans l'univers, c'est-à-dire gravée au cœur des atomes universels. Dans ces conditions, le phénomène OVNI serait une projection visuelle de cette mémoire enfouie, mais une projection intemporelle comme l'univers, qui nous montre à la fois notre passé et notre futur. Au moment où nous allons envahir le système solaire, la seule question est de savoir si cette mémoire nous revient toute seule ou si quelqu'un nous aide à retrouver la mémoire. Moi, j'ai peut-être trouvé la réponse dans ce que m'a raconté l'astronome Jean-Claude Ribes. Le paradoxe de Fermi, en gros, c'est de dire où sont-ils ? Mais où sont-ils ? Les astronomes et avec eux les biologistes sont convaincus qu'il doit y avoir plein de civilisations extraterrestres. Mais alors si c'était ça, on devrait déjà les voir, ils devraient être venus. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la durée humaine, c'est rien par rapport à la durée de la galaxie. On s'aperçoit qu'en un temps astronomiquement très court, 10 000 ans, 100 000 ans, même en 1 million d'années, une civilisation, une seule si elle existe, va essaimer, va avoir conquis la galaxie. Or, on ne les voit pas. Donc c'est ça le paradoxe, c'est de dire, mais on est convaincu qu'il y a des tas de gens, mais où sont-ils cachés ? Le physicien américain O'Neill, qui n'est pas un auteur de science-fiction, a imaginé, il y a déjà plusieurs années de ça, des îles artificielles, des îles de l'espace, on peut appeler ça des planètes creuses aussi, qui seraient de grands cylindres de 30 km de long sur 6 km de diamètre, qu'on va construire dans notre système solaire d'abord. Probablement l'endroit le plus favorable, où on a beaucoup de matériaux, c'est entre Mars et Jupiter, là où il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Donc, un jour, on enverra certaines de ces îles, en groupe, vers une autre étoile. Alors, ce qu'on imagine de faire, nous, un jour, je ne sais pas quand, mais enfin dans les siècles prochains, ce qu'on imagine de faire d'autres, ailleurs, puisqu'on pense qu'il doit y avoir d'autres civilisations ailleurs, pourrait le faire. On peut le faire, peut-être déjà. Autrement dit, ils pourraient être parmi nous, du moins dans le système solaire, cachés quelque part, dans cette ceinture d'astéroïdes. Alors, s'ils étaient par là, cachés, s'ils n'avaient pas pris contact avec nous, on pourrait imaginer de les détecter, et la question n'est pas du tout stupide, puisque l'un de mes collègues, Dr Papagiannis, il y a 15 ans de ça à peu près, avait lancé un programme de recherche avec un satellite infrarouge pour rechercher justement ce qu'on appelait à l'époque les sphères de Dyson. C'est le physicien américain Dyson qui avait imaginé ça en disant « Si une civilisation est évoluée, elle ne va pas se contenter de ses planètes, elle va se constituer des sphères avec de la matière et dans ces sphères, elle vivra autour de son soleil, par exemple, ou autour d'une source artificielle. C'est une hypothèse fantastique, extraordinaire, mais qui n'est pas irrationnelle. On peut assez bien démontrer, justement, que ce que nous envisageons de faire plus tard dans l'espace, d'autres l'auraient fait. Et dans ce cas-là, ces extraterrestres, ils ne viennent pas de très loin aujourd'hui. Ils sont déjà parmi nous. Je ne dirais pas qu'ils sont sur Terre, mais ils sont dans le système solaire et ils viennent nous voir.
Je m'imagine un astronome en train de scruter le ciel, d'écouter avec les grandes oreilles des radioastronomes. On regarde, si par hasard il n'y a pas un signal, puis derrière moi, il y a un petit extraterrestre en train de me taper sur l'épaule, et j'ai certains collègues qui disent « Non, je me retournerai pas parce qu'il peut pas être là. » Je suis désolé, mais moi j'ai quand même envie de me retourner pour voir, juste au cas où. Des extraterrestres dans la banlieue de la Terre. Voilà la pièce manquante pour comprendre, peut-être, le secret du docteur Hynek dont Jenny est la dépositaire et qu'elle garde pour elle, car elle sait qu'il est littéralement incroyable. Mais en octobre 1973, pendant la grande vague d'ovnis sur la côte est des États-Unis, Hynek et moi, nous étions à un déjeuner dans l'Ohio. Et quelqu'un à table a dit à Hynek, « Alors, Dr. Hynek, c'est vrai que des corps d'extraterrestres ont été transportés à Wright Field ?» Et Hynek a répondu, bien sûr il a répondu, « Je ne sais pas. » Alors, il s'est tourné vers moi et il a chuchoté, « Mais si, c'est vrai. » Et Allen Hynek précise qu'en réalité, les corps ont été transférés à Holloman au Nouveau-Mexique. Stupéfaite, Jenny lui pose alors discrètement 2 questions sur un bout de papier. Jenny a conservé ce papier avec ces 2 questions. Quand l'affaire Holloman a-t-elle eu lieu? Qui vous a fait cette confidence? Et les 2 réponses du docteur Hynek. 1962. L'Air Force. Et on n'en a jamais reparlé. Plus jamais, pour mon plus grand regret. Jenny Zeidman a partagé le combat d'Allen Hynek pendant plus de 30 ans. Et on ne peut pas imaginer que le docteur Hynek se soit moqué d'elle avec une simple plaisanterie. Il n'y a donc qu'une seule alternative. Soit on s'est servi de lui pour qu'il répande une fausse vérité, soit on lui a dit la vraie vérité, en sachant que personne ne le croirait s'il venait à la révéler. C'est peut-être ça, le secret américain. Un jeu subtil, où l'information se mêle à la désinformation, pour nous préparer doucement à l'inéluctable vérité au moment où nous allons coloniser le système solaire. Souvenez-vous, c'était la prédiction d'Arthur C. Clarke dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Nous sommes en 2001. Et désormais, j'ai du mal à dormir.